Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando Associés par VK. On va parler de l'eau tout à l'heure, mais déjà les brefs de la semaine vont nous occuper avec, en matière de retraite et d'agents, la publication des décrets sur la retraite à 64 ans. Le tas de Toulon qui nous dit que si on intègre pour de faux, uniquement juridiquement, il n'y aura pas pour de vrai ni congé ni rémunération. Le TER de Strasbourg a rendu une décision qui crée beaucoup la polémique. De quoi s'agit-il ? On va dire qu'il y aura un nombre maximal d'ordres de garde hebdomadaires. Oui, sauf que c'est pas pour des agents, c'est pour les sapeurs-pompiers volontaires. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que cela suscite l'émoi. Sinon, au Conseil d'État qui nous dit un certain nombre de choses sur les prescriptions en matière de pratiques anticoncurrentielles. Ça fait suite à toute une série de décisions récentes là-dessus. Je vous laisse voir des détails. Intéressant. J'ai un candidat à marché public. Très bien. Il remet son offre. Très bien. Il se plante. Il se trompe. Il répond à une autre mise en concurrence que celle à laquelle il voulait répondre. Je fais quoi, moi, personne publique? Réponse, Conseil d'État. 1er juin, je vous ai mis des détails ici. La réponse est a priori, on ne repêche pas. Une nouvelle décision sur les réceptions implicites et quid du DGD en application des anciens CCAG travaux, la version de 2014, la version de 2009 modifiée 2014. Comment un maître d'ouvrage peut-il récupérer des avances versées à des sous-traitants s'il résilie le marché? Conseil d'État, là encore, 1er juin. En matière de domaine, on sait qu'on peut avoir des superpositions d'occupation domaniale. Un domaine public peut être affecté à plusieurs choses, mais c'est parfois compliqué. Le Conseil d'État, le 5 juin, nous a donné un mode d'emploi sur la double affectation domaniale, en l'espèce routier et domaine fluvial. Je peux avoir une double affectation, mais l'affectation supplémentaire doit être compatible avec l'affectation initiale. Urbanisme maintenant, le titulaire d'un permis de construire a des droits. Mais que se passe-t-il si le PLU change après coup ? Il garde ses droits. Oui, mais, voir l'arrêt du 2 juin que voici. Et puis, le 2 juin, le Conseil d'État a rendu une décision qui va avoir les honneurs du recueil Le Bon en intégrale, avec 3 apports. Je vous les ai ici résumés. L'apport principal est sur le champ d'application de la suppression temporaire, jusqu'à 2027, de l'appel pour les recours sur certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue. Mais quid des travaux sur ouvrages existants, sur des travaux sur une construction existante, avec une partie seulement, de logement. Décret du 5 juin 2023, toujours sur des travaux, mais cette fois-ci des travaux sur les écoles, les collèges et les lycées publics. Une loi avait dit, si je fais une nouvelle école, un nouveau collège, un nouveau lycée public, il faut que je prévoie un accès indépendant vers les locaux et équipements pour le sport et autres activités physiques. Le but, c'est de développer cette pratique du sport sans avoir à passer évidemment par l'école avec les perturbations que ça peut entraîner. Oui, mais il y a des cas où j'ai aussi l'obligation de le faire pour des ouvrages, pour des écoles existantes, des collèges existants, des lycées existants. Oui, mais dans quel cas? Réponse avec ce décret. Et je vous ai mis ici, regardez là-haut, un petit graphique qui résume ce qu'il en est. N'hésitez pas à mettre sur pause et à zoomer. Je fais une petite vidéo là-dessus aussi. En matière de sécurité juridique, vous savez très bien que dans un certain nombre de cas, le Conseil constitutionnel ou le juge administratif disent non, je ne peux pas changer le droit trop vite parce que sinon ça porte atteinte au principe de sécurité juridique et ce même principe de sécurité juridique va parfois limiter la période pendant laquelle on peut faire des recours, c'est le fameux exabage. Oui, mais je ne peux soulever ce principe de sécurité juridique que dans certains cas, s'il y a atteinte à des situations légalement acquises ou à des effets qui peuvent légitimement en être attendus, nous dit le Conseil d'État. Ce qui prolonge des choses qu'avait déjà dites le Conseil constitutionnel dans un sujet connexe. Parlons aussi 2 secondes du projet de loi pour le plein emploi, parce que quand on voit ça passer, on se dit ça ne concerne pas vraiment le monde public. Si, en fait, parce que c'est dans ce texte qu'il y a une réforme du RSA avec le fameux contrat d'engagement et le minimum d'heures, la transformation de Pôle emploi en France Travail, un volet handicap, un volet petite enfance qui donne lieu à beaucoup de débats, notamment est-ce qu'on a bien une compétence communale qui ne peut être déléguée que volontairement à l'EPCI, alors que non, ça peut être une compétence intercommunale aujourd'hui, donc n'est-ce pas une régression, etc. Beaucoup de choses. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Mais passons maintenant à un grand dossier, une ordonnance indigeste. J'ai failli mettre imbuvable, mais ça serait injuste, parce qu'elle ne l'est pas imbuvable. Mais c'est lourd tout ceci, il y a beaucoup de choses. On a une ordonnance du 22 décembre 2022, qui transpose une directive de 2020, la 2020-2184,
bien avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On n'est pas que sur la qualité en eau potable. On a l'accès à l'eau potable. Qui a accès à l'eau potable? Quid de l'eau potable pour les personnes qui n'y ont pas normalement accès, des personnes sans domicile physique, mais pas uniquement, l'eau sur la rue, et qui paye? On a la mise en place des PGSSE. PGSSE, c'est les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Ça va du captage jusqu'au consommateur et on met tout le monde autour d'une table. Alors vous allez me dire, est-ce que ça se percute pas avec les PTGE, avec les SAGE? Un peu, mais pas vraiment. Il y a toute une série de choses qui ont donné lieu à l'ordonnance, 2 décrets, 15 arrêtés. Et certains de ces documents sont vraiment copieux. Bon courage. Alors, avec la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, que je remercie, on a fait une table ronde en vidéo. Voici ici les références. Et avec un certain nombre d'acteurs. Donc il y a la FNCCR, il y a Guy Pennec, vice-président de Morlaix, communauté, il y a Estelle Alburquel du SDA d'Alsace-Moselle, Yves Cochet et Monsieur Levavasseur de Haute-Vienne, le tout avec le journaliste Stéphane Menu, puis pour notre cabinet, mon frère associé Yann Landau et votre serviteur. Alors, voici les références, sauf que, bon, il y a un tout petit peu plus, à peine plus, de 3 heures de table ronde. Mais en même temps, si on est acteur de ce secteur-là, eh ben, ça fait une grosse formation gratuite. Et ceci est enrichi donc par un certain nombre d'interventions d'experts. J'ai voulu en parler dans ces 10 minutes juridiques de VK parce que c'est un gros sujet. Comment ne pas en parler? Et en même temps, comment résumer ces éléments techniques alors qu'on est sur énormément de détails? Alors, sur un certain nombre d'éléments, de normes, de PGSSE, de PTGE, sur un certain nombre d'éléments, j'ai voulu plutôt demander à des acteurs de terrain, que je viens de citer tout à l'heure, leur témoignage. Chacun d'entre eux m'a fait un témoignage qui se retrouve en intégrale dans cette vidéo. J'ai voulu en garder quelques extraits que je vais vous diffuser. Donc voilà, pendant 5 ou 6 minutes, des extraits que je pense très intéressants, de retour sur expérience ou de questionnement ou d'analyse des réformes de la part de ces acteurs de terrain que je remercie. À tout à l'heure. Pour le syndicat Hauts-de-Vienne, cette transposition avait été anticipée depuis quelques années, 2020 au moins. Et heureusement qu'on avait anticipé parce que le plan de charge pour aboutir à l'élaboration de l'ensemble des PGSSE pour les 2 échéances qui ont été fixées par la directive, PGSSE pour la partie captage puis PGSSE pour la partie distribution, sont quand même relativement proches compte tenu de l'envergure du travail qui est à mener en la matière. À peu près 4 millions d'euros à engager sur 10 ans. Donc c'est quand même des sommes qui sont importantes pour réaliser uniquement ces schémas directeurs et ces PGSSE, mais c'est également un travail nécessaire puisque ça va contribuer à améliorer la manière dont on va effectivement fonctionner au quotidien. L'arrêté du 30 décembre 2022 reprend des terminologies comparables à l'arrêté de 2007, à savoir des références de qualité et limites de qualité, avec des relèvements et abaissements de certaines, notamment limites. Il y en a une qui nous a particulièrement marqué, c'est le relèvement concernant le sélénium, à savoir que la limite de qualité, effectivement, était relevée à 20, voire à 30 microgrammes par litre. Il y a lieu de savoir qu'en 2007 a été réalisée une étude dans le cadre d'une thèse, une étude épidémiologique, une étude du bol alimentaire qui, quelque part, a conclu que consommer une eau contenant entre 10 et 20 microgrammes par litre de sélénium était bon globalement pour la santé publique. Donc nous saluons ce relèvement de la limite de qualité. De nouvelles terminologies apparaissent effectivement dans cette transposition de la directive européenne, des valeurs indicatives et valeurs de vigilance. Alors ce qui nous interpelle le plus, c'est les valeurs indicatives et ce qu'il y a derrière, à savoir les métabolites de pesticides. Les pesticides font planer une menace augmentée sur la ressource en eau à travers leurs métabolites. Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est de plus en plus performant et de plus en plus de molécules mères et métabolites sont recherchées entre 150 et 200 molécules. Et donc le socle de la sécurité sanitaire et de la santé publique, c'est quand même une réduction forte des pesticides sur les bassins d'alimentation de captage. Le plan d'action pour la protection de la ressource en eau est pour moi le point de départ, si ce n'est le socle de la démarche PGSSE qui va effectivement de la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Hauts-de-Vienne est déjà engagé sur des captages prioritaires, donc il y en a à peu près une bonne dizaine sur le territoire de la Vienne, et on travaille en cohérence avec Grand Poitiers, qui est l'autre acteur de l'eau potable sur le département, mais également en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire.
Ce qui nous interroge quand même, c'est effectivement la définition des captages sensibles, qui n'est aujourd'hui pas connue, alors que nous devrions avoir à mettre en place des plans d'action à l'horizon 2027. Donc les échéances seront éminemment courtes. Mais au-delà de ça, si je puis dire, c'est compte tenu effectivement des extensions successives du contrôle sanitaire, de la sensibilité de nos aquifères et enfin des pressions qui sont exercées, nous craignons effectivement que nous rapprochions d'un plan d'action quasi départementalisé visant une évolution agroécologique massive et une convergence des intérêts agricoles et enjeux de santé publique dans un contexte de réchauffement climatique. Nous avons toutefois, comme vous, j'imagine, le questionnement relatif à la prise en charge par la seule abonnée du service d'eau potable de ces actions de reconquête de la qualité des eaux brutes. Au-delà de leur portée juridique, les sages incarnent la démarche partenariale par excellence qui permet de mettre tous les acteurs autour de la table au sein de la clé. Malgré tout, les sages ont été peu déployés sur le territoire barinois en raison des lourdeurs administratives qui leur sont associées. Et de ce fait, la plupart des acteurs locaux tendent aujourd'hui, du coup, à privilégier la réflexion sur le déploiement des PTGE, qui apparaissent davantage comme des outils opérationnels et plus opérationnels que les sages, même si leur portée juridique est bien moindre. Les collectivités sont donc en attente des réponses aux questions suivantes. D'une part, quid de la simplification des sages pour leur permettre d'être mieux utilisés et mieux déployés, et quid de la complémentarité ou de l'articulation entre PTGE et sages. La mobilisation de l'ensemble des acteurs est un des éléments clés qui permet d'aboutir au déploiement d'une politique de territoire claire et à une réelle acceptation des mesures déployées. Les leviers principaux que nous avons pu activer sont, en premier lieu, un partenariat fort avec la profession agricole pour déployer des évolutions de pratiques largement basées sur les solutions fondées sur la nature. Ces démarches positives présentent systématiquement des utilités multiples qui concourent à la réduction du risque, mais également à la préservation de la biodiversité et à l'infiltration et la recharge de nappes. Le second levier est un travail rapproché avec les structures porteuses des réflexions urbanistiques et qui a abouti à l'intégration de la vision globale des risques dans les règles d'urbanisme et dans les PLU. Néanmoins, il faut vraiment préciser que c'est un réel parcours du combattant. D'une part, parce que les outils financiers sont complexes à mettre en œuvre. D'autre part, parce que la PAC manque d'ambition et voire est contre-productive. Et enfin, dans un secteur semi-rural comme le nôtre, les financements qui peuvent être dégagés par le budget eau potable pour abonder les outils financiers sont bien souvent insuffisants face aux besoins, et ce, malgré le soutien des agences de l'eau. En dernier lieu, je dirais qu'il faut quand même ne pas oublier que c'est un travail qui est basé sur le volontariat, qui atteint forcément ses limites après plusieurs années. Et dans ces situations, la mise en œuvre de démarches plus coercitives appuyées par les services de l'État est à la fois indispensable et complémentaire à l'ensemble des démarches d'animation pour pouvoir aller un cran plus loin. À l'image des waterboards hollandais ou des anciens waterboards hollandais, tout le monde se met autour de la table, on se dit les choses droit dans les yeux, dans le respect et l'écoute, et on trouve une porte de sortie. On élabore une porte de sortie sans fâcherie, en se disant que ce qui nous gouverne, c'est la recherche du meilleur dénominateur commun entre nous. Le PGTE, c'est un outil très intéressant qui, à mon sens, et ça n'engage que moi, doit venir en complémentarité du SAGE, s'inscrire dans le SAGE, pleinement s'inscrire dans le SAGE, mais c'est un des volets du SAGE, ce n'est pas le seul volet du SAGE. Les prélèvements, la pression, la quantité, la qualité, les ordres de priorisation des usages, voilà, ça doit faire exactement 15 ans que nous avons, à l'époque des syndicats de bassins versants, lancé des opérations de suivi, d'analyse physico-chimique, du phytosanitaire, du bactério et du médicamenteux. Nous avons travaillé par exemple sur le territoire avec le grès de Lyon et avec le site INSA de Citybel sur la rivière de l'Arve durant 7 ans pour pouvoir mesurer et rechercher une norme de qualité sur le médicamenteux. Puis nous avons abandonné par défaut justement de seuil. Nous avons abandonné. La bactério, c'est la même chose. Nous n'étions pas suivis par les institutionnels et on nous disait non, on ne prend pas en compte des participations au financement, on ne prend pas en compte dans le contrat territorial agence, ou que ce soit avec la région ou le département. La bactério, ça ne nous intéresse pas trop et il n'y avait même pas de suivi régional réel. Aujourd'hui, la bactériologie,
pour des territoires comme les nôtres où nous avons, disons, les petits côtiers bretons, eh bien, la bactériologie est devenue quelque chose d'essentiel sur la qualité des eaux estuariennes et avec toutes les activités économiques, touristiques qui en dépendent et conchylicoles qui en dépendent. Vous voyez, la question des norovirus, par exemple, surgit maintenant régulièrement. Donc, nous sommes obligés de raisonner sur cette question de qualité à une échelle qui dépasse celle d'une rivière, d'un bassin versant. C'est l'ensemble des bassins versants que présente le territoire. Et nous avons cette chance d'avoir une certaine homogénéité de communautés sur nos territoires. Bien, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, ces 3 heures m'ont passionné et là, ces quelques minutes n'en sont vraiment qu'un échantillon. À bientôt pour, dans une semaine, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK avec un format plus classique. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.